Ela faz como se fosse ai, inglês, mas... Sim, é muito difícil. Vai no inglês. Irmão. Carmen Lúcia. Eduardo, não. Fabiane, Jéssica. Cristina. Renato Barreto. Darlisa. Karina Santa. Tabata. Gabriel. Francine. Oi, tudo bem? Daniela. Karina Pertin. Tatiana, que nem sabe. É alguém da manhã? Não? Bom, gente, em relação à prova da semana que vem, ela vai ter uma coisa idêntica e uma coisa muito diferente da primeira prova. A coisa idêntica é o formato da prova. Vocês vão ter duas opções. Os autores vão ser o Malerno, Teofilo Guiot, o Lamartine e o Vitor Hugo. Isso não vai cair na prova. Porque o texto que eu dei para vocês sobre o Zé está muito... Ainda não achei um texto bom para... Os outros autores vocês são muito breves. Então, eu também como é que é. Faltou direção. Se me for uma aula... Não, eu vou dar uma ideia. Então, tem completamente diferente em relação à outra prova, é que não tem correção para refazer, então, porque a ideia desse momento que vocês pararem para fazer a prova é um momento de modernização, que vocês já estão aprendendo a fazer. O que eu vou fazer também é, na hora da prova, eu vou chegar uns 10 minutos mais cedo, às 9, para dar um tempinho a mais para vocês. Vocês vão ter então das 9 até às 11 para fazer. A aula vai ser com, desculpa, vai ser com consulta também, né? Com consulta. Aquele mesmo esquema, né? Consulta do dia, você consulta os colegas. É o mesmo tipo de consulta da outra vez. Né? Por isso, essa vez eu me
Dia 19, acho que eu não vejo esse dia não. Eu fui embora para as 10 e eu Bonsoir. Donc, nous allons parler d'un personnage qui se confond avec l'image et l'idée même de la poésie du XIXe siècle. Victor Hugo. Mais en effet, on parle beaucoup de Victor Hugo comme poète, mais le personnage Victor Hugo, en effet, même s'il a écrit beaucoup de poésie, même s'il est, disons, quelqu'un vraiment de très politique dans le domaine de la poésie, le personnage Victor Hugo, l'homme des lettres Victor Hugo, c'est quelqu'un qui va vraiment beaucoup au-delà de l'image du poète, comme on va retrouver ce poète chez Lamartine, comme on va retrouver ce poète même chez Musset, qui est un important dramaturge, mais qui reste aussi beaucoup un poète. Victor Hugo est un personnage encore plus complexe. Alors, parce qu'en effet, Victor Hugo, c'est quelqu'un qui commence avec la poésie, mais dans les années 30-40, ce qu'il va écrire surtout, c'est du théâtre. Il va se dédier au théâtre. Et après, par la suite, plus vers la fin de sa vie, il va écrire quelques grands romans, comme Les Travailleurs de la mer, Les Misérables. Alors, et en même temps, c'est quelqu'un qui va avoir un rôle dans la vie politique de la France considérable. Et en 1948, il est élu député. Quand il revient de l'exil dans les années 70, il devient sénateur de la République. Alors, différemment de Lamartine, qui abandonne la vie politique, Victor Hugo reste comme un personnage très important dans cette dimension, un homme, une référence intellectuelle vraiment de grande taille pour la France. Et cela, disons, explique aussi un peu le rapport de Victor Hugo
avec, disons, la politique et la littérature, qui sont des choses finalement qui viennent un peu ensemble. Victor Hugo a un intérêt très grand de communiquer. Alors, ça c'est, disons, une tension qui existe dans le mouvement romantique, que c'est en même temps une volonté de garantir l'autonomie de l'art. Alors, que l'art soit autonome, que le poète soit libre pour créer à partir de son espace intérieur, de ses voix intérieures, mais en même temps, c'est surtout pour Victor Hugo, le poète a une fonction sociale. Alors cette dimension sociale de la littérature sera quelque chose qui va gagner davantage de l'importance au fur et à mesure que la vie littéraire, la vie publique de Victor Hugo avance. Et cela se voit très clairement, par exemple, par tout l'intérêt qu'il va porter vers le théâtre dans les années 30, 40. Dans cette époque-là, il écrit presque une trentaine de pièces de théâtre. Et il va même, disons, tout le texte que vous connaissez probablement, la préface du Cromwell, du grotesque et du sublime, c'est une préface d'une pièce de théâtre. Du Cromwell. Alors, cette volonté aussi d'un théâtre historique, mais ce historique entre guillemets, parce que bien sûr qu'il est romancé et fictionnalisé, mais cette volonté, disons, d'arriver à la population, c'est quelque chose qui sera très important dans la construction de ce personnage. Et ensuite, cet intérêt pour le roman, pour la prose. Alors, ce qui rend, disons, la poésie de Victor Hugo une poésie très particulière, parce qu'elle se situe dans cet ensemble de cette œuvre absolument monumentale, absolument gigantesque. C'était quelqu'un qui avait une maîtrise, une maîtrise du vers, de la versification incroyable. C'est quelqu'un qui avait un rapport finalement avec la poésie très profond et aussi, disons, comme la plupart des grands écrivains, aussi un peu paradoxal. Parce qu'en même temps qu'il défendait une liberté de la versification, c'était quelqu'un qui avait, disons, un souci de rimer, de métrifier, qui avait une fidélité à la rime très importante. Alors, la plupart des pièces de théâtre de Victor Hugo sont rimées. Il a écrit des pièces en prose aussi, mais sont rares. Et elles sont très peu, je pense 3 ou 4, dans un ensemble de 30 et quelques pièces de théâtre qu'il a écrit. Alors, c'est, disons, quand même un homme qui garde un rapport très profond avec la poésie, mais en même temps, disons, qu'il va reconnaître dans la poésie une limitation de communication, près de cette volonté qu'il avait, disons, de rendre sa littérature une littérature accessible à un grand public. Bon, ça, c'est une question intéressante d'avoir en tête. L'autre question, c'est de voir comment aussi, dans sa poésie, va apparaître ce rapport qu'il a avec la politique. Alors, par exemple, on prend les 2 premiers recueils de Victor Hugo. Ils sont écrits à quelle époque? Ils sont écrits à l'époque de la Restauration. Or, la Restauration, c'est quoi? C'est le retour de la monarchie, du pouvoir aristocratique. Victor Hugo était le fils d'un général de Napoléon. Quand il commence à écrire,
Napoléon n'est plus là, c'est fini Napoléon. Mais lui, très rapidement, va s'aligner avec cette politique plus conservatrice. Alors, il abandonne une position de quelqu'un qui faisait partie de l'élite napoléonienne, parce qu'on sait l'importance des militaires à l'époque du Premier Empire, et son père était général de Napoléon. Alors, c'était quelqu'un qui vraiment faisait partie de l'élite du Premier Empire, pour devenir un poète aimé et apprécié de l'aristocratie. Alors, déjà dans son premier recueil, on voit par le titre, Odes et ballades. Le titre remet tout de suite à un univers beaucoup plus classique. Alors, c'est une poésie finalement assez proche de l'esthétique classique. D'accord? Alors, l'esthétique classique va dominer dans cette première poésie. Or, dans les années 30, il y a un changement important dans la politique française. Alors, 1830, c'est quoi? C'est le début de la monarchie de Juillet. Alors, c'est quoi? C'est le gouvernement de Louis-Philippe, qui est un gouvernement d'un monarque éclairé. D'accord? Alors, cette espèce de compromis entre l'aristocratie et la bourgeoisie. Cette époque-là correspond à une période quand même d'une certaine ouverture par rapport à la Restauration, même si le pouvoir reste toujours dans les mains de la monarchie. Or, cette époque-là correspond exactement à l'époque de l'apogée du romantisme. Alors, c'est le moment où le romantisme s'affirme, il va dominer les lettres. Alors, c'est le moment où vraiment Victor Hugo va devenir un personnage encore plus central dans le monde littéraire de la France. Cela culmine avec, dans une période, une année qui est une année très importante pour la France, qui est justement la chute de la monarchie de Juillet et la fondation de la Deuxième République. Or, à ce moment-là, nous avons Lamartine et Victor Hugo, les deux qui deviennent des députés de l'Assemblée française. Alors, Victor Hugo entre davantage dans la politique, et c'est aussi un moment, une période où déjà quelques années avant, il avait essayé par le théâtre une insertion sociale plus importante, et qu'il veut, disons, radicaliser cette insertion dans la vie publique, et il devient alors député. C'est un moment où il, comme s'il abandonne la poésie. Alors, il laisse vraiment la poésie de côté dans sa vie. Il continue à écrire parce que c'était vraiment un géant, un homme qui avait une capacité de production inimaginable, incroyable, sans pareil dans son siècle. Mais il y a aussi un autre événement qui se passe un peu avant, 1843, qui est la mort de sa fille, Léopoldine, qu'elle meurt noyée au Havre. Alors, cette mort aussi de cette fille, qui était sa fille adorée, c'est quelque chose qui va aussi l'éloigner de la poésie. C'est comme si à partir de la mort de Léopoldine, il laisse un peu la littérature de côté, surtout la poésie, pour se dédier vraiment à une vie politique. Et il va être, disons, quelqu'un de très protagoniste dans cette Seconde République. D'accord? Et c'est quelqu'un, c'est très intéressant. Les deux poètes politiques, Lamartine et Victor Hugo, au long des années, vont, disons, devenir plus de gauche. Ils étaient deux personnages beaucoup plus alignés avec l'aristocratie, et
c'est comme s'ils étaient dans l'esprit de la Restauration. Quand il y a eu la monarchie de Juillet, ils sont devenus un peu plus libéraux. Quand on arrive ici à la Seconde République, il y a cette, disons, apogée de radicalisation des postures politiques aussi de ces hommes. Et qu'est-ce qui se passe? En 1952, il y a le coup d'État de Louis-Napoléon, de Napoléon III. Et cette date-là, c'est une date, disons, qui marque un peu la fin de tout un processus de la littérature française. C'est comme si le romantisme était un peu arrivé à son apogée. Et c'est le début, disons, d'une longue décadence et d'un long changement de paradigme dans l'histoire de la littérature. Et ce long changement et ce long paradigme va seulement vraiment finir ce processus avec la mort de Victor Hugo. La mort de Victor Hugo est une date marquante pour l'histoire de la poésie française. Il suffit de lire Crise de vers, Crise du verse. C'est un texte fondamental de Mallarmé. Le texte Crise du vers de Mallarmé est écrit à l'occasion de la mort de Victor Hugo. Alors c'est, disons, la mort de Victor Hugo ouvre vraiment l'espace pour une nouvelle époque dans l'histoire de la littérature française. C'est pas par hasard que Victor Hugo meurt en 1885 et en 1896, on publie les premiers poèmes en vers libres en français. Alors on voit vraiment que cette date, elle est fondamentale. Et c'est à ce moment-là que Mallarmé va écrire, va préparer toutes les, disons, conditions pour l'écriture du coup de l'Universidade. Alors, c'est, disons, cette période, on voit, disons, l'importance de Victor Hugo dans le monde des lettres. Bien sûr que, comme je vous ai dit, il y a 52, et après il y a 1857, qui est la date de publication des Fleurs du Mal et de publication de Madame Bovary, qui montre déjà le début de cette grande transformation qui va culminer avec le coup de dé de Mallarmé. D'accord? Alors, c'est un long processus. Dans ce long processus, il y a l'œuvre de Baudelaire, l'œuvre de Verlaine, l'œuvre de Rimbaud, l'œuvre de Mallarmé, l'œuvre du jeune Paul Valéry, d'accord? Qui vont, disons, préparer la littérature du XXe siècle, qui vont fonder cette modernité littéraire qui après va traverser le XXe siècle. D'accord? Mais Victor Hugo, alors, c'est, disons, vraiment le personnage qui incarne le plus cet esprit romantique dans toutes aussi ses contradictions. Parce que finalement, on voit que c'est quelqu'un qui veut une littérature autonome, mais qui, en même temps, produit une littérature avec un souci de communication très grand. Alors, ce qui rend finalement l'œuvre de Victor Hugo une œuvre, disons, complexe, une œuvre multifacétaire, avec plusieurs facettes, mais disons qui, à mon avis, ça c'est une position personnelle, ce n'est pas vraiment un poète avec qui moi j'ai beaucoup d'affinité. Je trouve Victor Hugo plus ou moins. Alors il y a des gens qui adorent, qui disent « Oh, Victor Hugo ça, Victor Hugo là ». Moi personnellement, je pense que son œuvre, elle a un problème et quelque chose qui la rend, à mon avis, un peu naïve, que c'est justement le fait qu'il ait une espèce de
confiance dans un moi ou dans un je. Alors, cette mégalomanie de Victor Hugo rend cette construction du moi, du je, trop stable ou trop sûr de soi-même, si vous le dites. C'est pas par hasard, et Victor Hugo lui-même fait ce jeu de mots. Hugo, ego. Alors, lui-même, il a fait ce jeu de mots. Alors, c'est parce que vraiment, c'est comme si Hugo, c'était la manifestation de l'ego, vraiment dans toute sa dimension. Et dans ego, c'est le jeu. Ouais. Alors, ça, c'est quelque chose aussi, ou le moi. Alors, ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant d'avoir en tête pour entrer en contact avec cette poésie. Et cela nous aide à comprendre beaucoup aussi une tendance qui a dominé la critique littéraire pendant un moment. Bien sûr, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça a dominé vraiment, surtout en France. Vous avez peut-être déjà entendu parler du fameux commentaire de texte. Alors, c'est quoi ce commentaire de texte? C'était une forme d'enseigner la littérature et de parler de la littérature où la dimension biographique était une dimension très importante. Alors, par exemple, moi, quand je suis allé étudier à la Sorbonne en 1900, dans le siècle dernier, 1990, à ce moment-là, quand je suis allé étudier Victor Hugo, c'était un cours de langue, littérature, civilisation à la Sorbonne. Comment est-ce qu'on enseignait Victor Hugo? On prenait le poème qu'il avait écrit pour la mort de sa fille Léopoldine, et on faisait une lecture du poème à partir beaucoup de ce drame vécu par le personnage, par l'homme Victor Hugo. Vous voyez? Alors, cette lecture très biographique, elle a été renforcée par le rapport que Victor Hugo a développé envers son œuvre elle-même. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avec le temps, les études, surtout les études de critique génétique, on a commencé à se rendre compte que finalement, ce biographisme, parce qu'une donnée très importante, Victor Hugo, il date ses poèmes. Alors, il met en bas des poèmes une date. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte avec le temps? Que la date écrite en bas du poème au moment de sa publication, et Jean-Marie Glaise parle de ça dans son texte que vous avez à lire, ne correspond pas à la date réelle de l'écriture du poème. Ça, c'est fascinant de voir. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on se rend compte? Que Victor Hugo a inventé sa biographie. Il a fictionnalisé sa propre biographie. Vous voyez? Parce que, justement, il a choisi un ordre pour raconter une histoire sur soi-même. Vous voyez? Alors, cette fictionnalisation des dates, c'est quelque chose de fascinant. Parce que, finalement, on se rend compte qu'il invente un Victor Hugo poète, public, d'accord? Et il choisit les poèmes pour créer une espèce de chronologie ou de causalité ou de rapport entre les textes qui correspond à une projection de sa biographie dans l'espace littéraire. Vous voyez? Alors c'est un peu l'invention d'une biographie qui est en jeu là. Et, disons, assez souvent, on a cru aux dates.
Parce qu'on voyait là la date, on faisait un rapport de la date au moment de la vie de Victor Hugo, et ce rapport, disons, a animé toute une critique. Comme aujourd'hui, la découverte que les dates ne sont pas les vraies dates anime aussi toute une critique. Mais une critique déjà qui est notre critique, qui est une critique du soupçon. Une critique qui est capable, soupçon à suspect, une critique qui est capable de tensionner la relation entre la vie et l'œuvre. Je voulais savoir seulement s'il y a quelques éléments qui va marquer cette découverte qu'il a mis de fausses dates dans ses poèmes. Seulement pour savoir Il a quoi? s'il existe quelques éléments pour marquer, Pour prouver pour comment prouver il sait. qu'il a inventé les dates. Les manuscrits. Ah, dans les manuscrits. C'est la critique génétique. Là, c'est l'étude des manuscrits. Alors, après que Victor Hugo est mort, disons, tous ces manuscrits, il les a conservés. Et un ensemble de critiques au XXe siècle ont commencé à étudier ces manuscrits. Et ont découvert ce décalage entre les dates publiées et les dates des manuscrits. Alors, dans les manuscrits, on sait, par exemple, un manuscrit a été écrit à une certaine époque. Or, on va trouver des poèmes dans le manuscrit qui sont datés d'une autre époque. D'accord? Alors, et quelques-unes de ces datations sont plus ou moins précises. Mais on sait, par exemple, des fois par période. C'est qu'elle a écrit dans l'année telle, et pas dans l'année qui est marquée sur le livre. Alors, par exemple, les poèmes pour sa fille, ce sont des poèmes qui sont datés de l'année de la mort de la fille, mais qui des fois ont été écrits 10 ans après. D'accord? Alors, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que, comme je vous ai dit dans notre premier cours sur le romantisme, Victor Hugo disait toujours, il y a le monde réel et il y a le monde idéal, qui est finalement le monde de la littérature. Et on s'invente un monde, on le projette un monde. Et cette tension, justement, entre les mots et les choses, dont je vous ai parlé, c'est quelque chose qui va devenir beaucoup plus problématique à notre époque, mais qui commence à se problématiser déjà à l'époque romantique. Vous voyez? Alors ça, c'est une donnée, disons, intéressante. Et à côté de cela, ou complémentairement à cela, qu'est-ce qu'on commence aussi à se rendre compte? C'est que finalement, cette idée même du moi, ce moi ici de Victor Hugo, qui est un moi quand même, malgré tout, il ne faut pas perdre ça de vue, c'est un moi très stable, très, disons, qui garde une certaine intégrité. Mais cela n'empêche pas qu'on parle. Et Jean-Marie Glaise cite le texte, l'idée d'un jeu éclaté. Mais comment se produit cet éclatement de ce jeu qui garde quand même une dimension égotique ou biographique forte? Cet éclatement du jeu, et c'est ça, disons, le centre de la thèse de Jean-Marie Glaise, il se produit par une multiplication des voix ou des instances énonciatives dans une certaine poésie de Victor Hugo. Alors, quand je parle d'une certaine poésie, on va entrer ici, faire un petit commentaire sur, disons, cette dernière poésie de Victor Hugo. Vous voyez qu'il y a quand même ici ces recueils romantiques sont plutôt des années 30 que des années 40. Ils entrent un peu dans les années 40. Mais après, il y a une espèce de silence. Qu'est-ce qui se passe quand il y a le coup d'État de Napoléon III? Victor Hugo part en exil dans les îles Jersey, qui sont des petites îles qui restent entre la France et l'Angleterre. Alors, il ne reste pas loin de la France. D'accord? Mais il va rester
en exil pendant 18 ans, jusqu'à la Commune de Paris et à la fondation de la Troisième République. Alors, l'exil de Victor Hugo va jusqu'à 70. Or, quand il s'auto-exile dans cette île-là, il va revenir à une certaine poésie. Alors, le premier livre qu'il va publier, qui est un livre qui est aussi commenté dans le texte de Jean-Marie Blaise, c'est Les Châtiments. Les Châtiments castigos. C'est un livre satirique dans lequel il va châtier, castigar, justement, Napoléon III, qu'il appelait Napoléon le Petit. Alors, c'est comme ça qu'il ridiculisait le personnage. Alors, ce livre va ouvrir une, disons, nouvelle voie dans la poésie de Victor Hugo. Une nouvelle voie qui va avoir, disons, une dimension historique plus importante, qui va se refléter soit dans les Châtiments, qui est une espèce de livret en forme de poème, de critique à l'Empire, au Second Empire, et aussi après La Légende des siècles, qui est un livre assez long. Ce sont 2 grands volumes, bon, ça dépend des éditions, des fois 3 volumes, dans lequel Victor Hugo va faire, disons, c'est un poème épique, dans lequel il va tout simplement, de façon très humble, d'écrire en poésie, écrire un poème sur l'histoire de l'humanité. Alors, c'est pour ça qu'on dit la légende des siècles. D'accord? Alors, c'est cette idée de la grande légende qui va raconter tous les siècles. Le début de l'histoire, l'Antiquité, la fondation de l'Europe. Alors, c'est vraiment... et l'ego de Hugo était gigantesque. Et bon, alors ce sont des poèmes très grandiloquents, c'est sa grande poésie épique. Et à côté de cela, on a ce recueil, Les Contemplations, que c'est le recueil, par exemple, sur lequel Jean-Marie Blaise va se concentrer. Alors, les poèmes qu'il analyse dans son texte, ce sont des poèmes qui viennent des contemplations. Et les contemplations occupent une place très importante et sont, disons peut-être aujourd'hui, les poèmes les plus étudiés, les plus relus, les plus repris dans toute l'œuvre de Victor Hugo. Et on peut se poser des questions, or, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans les contemplations? Alors on voit qu'il y a, disons, toute une expérience. Victor Hugo est déjà un homme de 54 ans, un homme qui a déjà publié plus d'une 50aine de livres à ce moment-là, et il va, disons, développer aussi une réflexion sur son expérience elle-même de vie, et va inventer toute cette temporalité. Et le centre de cette temporalité, ce qui va marquer les moments, disons, du livre, la division du livre en 2 parties, c'est la mort de Léopoldine. Alors, ce qui vient avant sa mort et ce qui vient après sa mort. Alors, c'est, disons, la mort de cette fille qui va organiser l'ensemble du recueil. Alors, on voit, c'est une dimension biographique, mais le choix, la manière comme il va articuler les thèmes et les choses sont, disons, fictionnalisés, d'accord, par ces changements des dates, d'ordre de poème, le choix pour créer cette espèce de récit au long du livre Les Contemplations. Et dans ce livre Les Contemplations, qu'est-ce que, disons, suivant la piste de Pierre Albieri, qui est un autre critique qui est cité par Jean-Marie Blaise, qu'est-ce qu'on aura? On aura cet éclatement d'un jour. Mais comment s'éclate le moi
de Victor Hugo. C'est une manière très différente de cet éclatement du moi qu'on va retrouver chez Lamartine. Parce que chez Lamartine, comme on a remarqué, il y a, disons, une problématisation de la question de la temporalité. Alors, disons, le métalangage va occuper une place très très importante dans l'invention de cet espace fixé, cet espace figé, qui est l'espace possible de l'écriture comme résistance au temps, comme, disons, trace de la mémoire. Alors cette idée de la trace, ça a quand même une certaine dimension précaire, parce que ce n'est pas la totalité de la chose, mais c'est la trace de la chose. Chez Victor Hugo, non. Chez Victor Hugo, on va avoir quand même un jeu beaucoup plus, même s'il, disons, se dédouble, s'éclate. Moi, je pense que le mot éclater est un peu trop fort. On pourrait dire peut-être un jeu multiplié, qui se multiplie. Il va se produire d'une manière très très différente. Et on identifie, disons, un processus, disons, un déplacement énonciatif, un processus de déplacement énonciatif. La question de l'énonciation, comme vous voyez, est une question centrale pour penser la poésie. Ce déplacement énonciatif, ici, il va se produire, disons, on va produire trois espaces énonciatifs dans un même poème. Pour ça qu'on va parler de cette multiplication, cet éclatement du moi. Alors, dans un premier moment, nous avons vraiment un jeu qui est une voix beaucoup plus, disons, biographique, personnelle. Et ça, c'est pas moi qui invente ça, c'est dans le texte de Jean-Marie Glaise. On aurait ensuite, disons, un jeu plus, pas un jeu, excusez-moi, une voix plus collective, qui peut prendre, disons, une forme plus, peut remettre à l'idée, disons, d'une voix du peuple, d'une voix du sens commun. Alors, c'est une deuxième voix qui n'est plus exactement la voix du poète, mais c'est une voix qui, disons, est cette, disons, place, cet endroit à partir duquel le poète va parler au nom de la collectivité. Et se parler au nom de la collectivité, ça peut être pour se légitimer soi-même, pour dire comme on dit le poète est le plus grand tel, ou pour dire que le poète est le génie de la race et c'est lui qui va parler au nom du peuple. C'est pas par hasard que Victor Hugo devient député et après sénateur. Alors il y a cette volonté d'être le représentant d'une voix collective. Et il y a, disons, une troisième voix qui est une voix plus vidée. Et ça, c'est une voix svasiade. Ça, c'est une voix intéressante de prendre conscience d'elle, parce que finalement, c'est une voix qu'on pourrait dire plus proverbiale, une voix où on va entendre une morale qui a quoi? Une valeur de vérité qui, en dernière instance, on pourrait dire qu'est une voix divine, une voix sacrée. Alors, cette idée-là, disons, c'est le poète génie de la race, finalement, qui parle au nom de Dieu. Mais
ça, disons, au niveau de l'écriture, se produit à partir d'un certain choix pronominal, d'un certain choix syntaxique, qui est extrêmement révélateur de cet évidement, esse esvaziamento d'un jeu ou d'un on collectif. Et justement, dans le poème qu'on va lire aujourd'hui, l'idée c'est un peu de voir comment dans un tout petit poème, on va retrouver ces trois voix. D'accord, la présence de ces trois voix. Et c'est très intéressant aussi de remarquer qu'il y a une espèce de gradation, une gradation qui va ici d'une voix beaucoup plus contextualisée, d'une voix beaucoup plus ancrée dans un temps-espace, dans un chronotopos beaucoup plus précis, pour arriver à un processus de gradation vers une abstraction. Vous voyez? Alors ici, déjà passé d'un jeu à un nous collectif, comme on a vu un peu aussi chez Lamartine, cela se produire, pour arriver à une troisième forme d'abstraction, encore plus radicalisée, qui serait justement cette voix vidée, cette voix où on ne reconnaît plus un sujet qui énonce, mais seulement un énoncé avec une valeur de vérité. Alors c'est un peu cela qu'on va essayer de voir, comment cela se produit dans le poème. Alors tout ce processus, cette évolution, cette gradation, ce déplacement de lieu énonciatif. Oui. Alors, comme vous remarquez, bien sûr que j'aurais pu choisir un poème d'amour de Victor Hugo et de discuter la question, comment se construit la question amoureuse chez Victor Hugo. Mais ce texte de Jean-Marie Glaise, il est si important, à mon avis, parce que justement, il ouvre la possibilité de reconnaître, d'analyser chez Victor Hugo, qui est un poète où le ego est assez fort, de réfléchir quand même sur une certaine tension énonciative qui s'annonce et qui est fondamentale pour comprendre la poésie moderne. Parce que finalement, quand on arrive à Mallarmé, où est-ce que Mallarmé veut arriver dans sa poésie? Il veut arriver justement à une poésie où on aurait cette disparition élocutoire du sujet. Desaparecimento elocutório du sujet. Mallarmé parle de ça. Pour arriver, mais comment se produit tout ce processus vers cette disparition élocutoire du sujet, vers cette volonté d'écrire une poésie qui soit pur langage, séparée de la biographie. Alors, tout ce processus commence justement par un gradatif éclatement du jeu, du moi. Et comment va se produire, à quel moment de l'histoire on commence à identifier de manière plus claire ce processus d'éclatement? À partir du romantisme. Alors c'est très intéressant parce que, en même temps que cela est un moment de réaffirmation d'un moi, d'un jeu qui va, disons, pouvoir produire une poésie à partir d'une voix intérieure, à partir de la méditation, à partir de la contemplation, cette, disons, projection, cette construction de cet espace énonciatif, disons, il emporte avec lui la tension même, le paradoxe même de
produire une énonciation, pas à partir d'un modèle extérieur, mais à partir d'une intériorité. Et qu'est-ce qu'on va découvrir au long des siècles? C'est que cette intériorité est complexe, que cette antériorité est instable, que cette intériorité est ambiguë, que cette antériorité garde des zones sombres, qu'il y a des zones qui ne sont pas contrôlables aussi de cette intériorité. Alors, disons que cette poésie commence à annoncer le romantisme, et Gérard de Nerval aussi va dans cette direction. C'est dommage qu'on n'aura pas le temps de travailler aussi Gérard de Nerval. D'ailleurs, je pense que j'aurais dû prendre Nerval au lieu de prendre Musset. Mais bon, maintenant c'est trop tard. Mais vous gardez ça en tête, de lire Gérard de Nerval, parce qu'il va justement aussi problématiser à la fin du romantisme cette intériorité à partir de cette expérience du rêve, du délire, du gouffre. Alors cette, disons, dimension sombre de ce paradoxe et de cette tension. Bon, mais ce n'est pas le cas chez Victor Hugo, même si des fois, chez Victor Hugo, on peut trouver une espèce de plongée dans un espace de mystère. À la fin, il y a toujours un jeu qui revient et qui analyse et qui synthétise et qui produit une espèce, disons, de vérité à partir de cette expérience. Ce n'est pas le cas chez Nerval, ce n'est pas le cas chez Lamartine, ce n'est pas nécessairement le cas chez Musset. Mais chez Victor Hugo, il y a toujours un retour quand même, malgré tout, un retour à une certaine assurance ou à une certaine confiance dans un jeu, même s'il s'éclate. Donc c'est un peu cela qu'on va essayer de voir dans le poème. Il y a deux poèmes ici, mais on va travailler seulement le premier. Ce sont les poèmes qui sont dans le texte que vous avez. Vocês sabem, né, que o texto está texto só, é Lamartine, Hugo, os dois textos estão juntos. Eles são o primeiro capítulo de um livro chamado Poesia e Edificação, do Jean-Marie, que é um livro, assim, fundamental. Oui, c'est un tout petit poème. 4 quatrains qui nous raconte un petit récit, une petite histoire. Voyons son livre. Un jour, je vis, debout au bord des fleuves, passer, gonflant ses voiles, un rapide navire enveloppé de vents, de vagues et d'étoiles. Et j'entendis, penché sur la ligne des cieux, que l'autre abri touche, me parlait à l'oreille, une voix dans les yeux, ne voyait pas la bouche. Poète, tu fais bien, poète au triste front. Tu rêves près des ondes et tu tires des mers bien des choses qui sont sous les vagues profondes. La mer, c'est le Seigneur.
que mystère bonheur, tout destin montre et nomme. Le vent, c'est le Seigneur. L'astre, c'est le Seigneur. Le navire, c'est l'homme. Je lis encore une fois. Un jour je vis, debout au bord des flots mouvants, passer, gonflant ses voiles, un rapide navire enveloppé de vent, de vagues et d'étoiles. Et j'entendis, penché sur l'abîme des cieux et l'autre abîme des touches, me parler à l'oreille une voix dont mes yeux ne voyaient pas la bouche. Poète, tu fais bien, poète au triste front. Tu rêves près des ondes et tu tires des mers bien des choses qui sont sous les vagues profondes. La mer, c'est le Seigneur, que mystère bonheur, tout destin montre et nomme. Le vent, c'est le Seigneur. L'astre, c'est le Seigneur. Le navire, c'est l'homme. Or, voyons d'abord un peu le vocabulaire. Un jour, je vis. Je vis, c'est quoi je vis? Le passé simple du verbe voir. Alors, ça c'est très intéressant déjà, garder cette information, passé simple du verbe voir. Debout. Alors, ce jeu, il est debout du père. Au bord des flots mouvants. Alors, les flots sont comme les vagues, à ondes, mouvants. Alors, ce jeu, qui est un jeu beaucoup plus personnel, beaucoup plus biographique, il se trouve debout au bord des flots mouvants. Alors, il est où, le jeu? Au bord de la mer. D'accord? Alors, c'est très intéressant parce que dans le poème de Lamartine, il était au bord du lac. Alors, il y a une certaine immobilité ici, au bord des flots mouvants. C'est très intéressant de remarquer cette... Alors, qu'est-ce qu'il voit au bord des flots mouvants? Il voit gonflant, enchendo, ses voiles, as velas, un rapide navire enveloppé de vent, de vagues et d'étoiles. Alors, il est là, il voit ce navire rapide qui passe avec les voiles lissées, gonflées par le vent. Et ce bateau, comme vous voyez ici, il est enveloppé de quoi? De vent, le vent lui-même, des vagues de la mer et des étoiles qui sont sur le ciel. Gardez une information très importante ici, que c'est justement le fait que le vent, les vagues et les étoiles sont au pluriel. Et en plus, disons, ce sont des éléments sensibles. Soit on sent le vent qui touche, soit on est transporté par le mouvement des vagues. Les vagues, c'est quelque chose de très concret aussi. Et les étoiles qui sont visibles, c'est le feu du ciel, c'est quelque chose qu'on voit, qui nous fait rêver, etc. Alors, aussi cette, concrétion de cette, l'essence de ces éléments-là, c'est quelque chose de très important parce que cela va avoir une conséquence à la fin du poème. Alors, il voit tout ça, d'abord les yeux. Et j'entends l'oreille. Et ici, cette dimension, disons, de l'écoute, elle est introduite, mais qu'il n'entend pas des oiseaux. Qu'est-ce qu'il entend? Penché, débroussable, sur l'abîme des cieux que l'autre abîme touche, et ici, on revient à un concept très cher à la littérature française, surtout à la poésie, qui est cette idée de l'abîme. Vous vous rappelez on a beaucoup parlé de ça aussi, l'expérience du gouffre, la différence entre le gouffre et l'abîme.
que le gouffre, c'est beaucoup plus la profondeur, quelque chose un peu plus de liquide, et que l'abîme, c'était quand même quelque chose de beaucoup plus ouvert. Alors, souvent, l'abîme est utilisé dans un sens d'infini. Alors ici, quand on parle de l'abîme des cieux, que l'autre abîme touche, on peut penser cet autre abîme aussi comme l'abîme de la mer. Or, il est au bord de la mer, il observe. Alors cet abîme qu'un abîme, l'autre abîme touche, un peu comme cette ligne de l'horizon et ce qui est au-delà de cette ligne de l'horizon. Ça, c'est une interprétation possible. On peut interpréter aussi l'abîme que l'autre abîme touche comme cet abîme des cieux qui va toucher cet autre abîme, cet autre infini qui serait, disons, la transcendance. D'accord? Alors, ça peut être soit la ligne d'horizon, mais de toute façon, quelque chose qui n'est pas vraiment visible, qui n'est pas vraiment, disons, atteignable, inalcançable, atteignable. Ce n'est pas, c'est quelque chose qui est au-delà de la portée de la main et des sens humains. Alors, c'est, disons, aussi déjà un peu entré dans cette idée du poète génie, du poète qui a, disons, un accès privilégié au monde transcendant. Alors, j'entends pencher sur l'abîme des cieux que l'autre abîme touche, me parler à l'oreille une voix dont mes yeux ne voyaient pas la bouche. Alors, il est là, il observe toute cette scène, le petit bateau qui passe, les étoiles, les vagues, le vent, etc. Il est là, et puis, tout d'un coup, il entend une voix. Alors, on peut dire, bon, c'est quoi? C'est un prophète ou c'est un poète? Ou c'est un fou? Pour entendre des voix comme ça, alors ce n'est pas normal, c'est paranormal. Alors, c'est, disons, ce poète paranormal, ou ce jeu paranormal, qui est là, et on sait que c'est un poète parce que c'est écrit ici dans le poème. Alors, qu'est-ce que cette voix va dire? Poète, tu fais bien. Et ici, c'est intéressant, le tu, hein, parce qu'il y a une intimité entre cette voix et le poète, son ami. Vous voyez, c'est le tu. Ce n'est pas une voix inaccessible, ce n'est pas éloigné. Vous voyez, là, c'est pas la première fois qu'il se voit. Alors, poète, tu fais bien. Poète au triste front. Triste front, le visage triste. Hein? Parce que quand c'est un poème qui va parler justement de ce moment de la mort de la fille. Tu rêves près des ombres. Et tu tires des mers bien des choses qui sont sous les vagues profondes. Alors, qu'est-ce que cette voix dit au poète? Il dit d'abord qu'il a raison. Alors, c'est aussi une façon de justifier. Mais, qu'est-ce que c'est intéressant de remarquer ici? Vous vous rappelez, je vous ai parlé d'un déplacement énonciatif. Alors, ici, qui parle, ce n'est plus le poète. Mais c'est une autre voix qu'on pourrait dire ici, une voix collective, qui va, disons, affirmer qu'il y a un peu aussi une voix divine, mais qui va, disons, prendre déjà, va avoir une fonction ici dans le poème, de légitimer le discours et la place du poète lui-même, en disant, tu fais, poète, tu fais bien, tu fais bien, alors tu as raison, tu agis correctement d'être là. D'accord? Alors on peut imaginer ça, disons, comme une espèce de voix collective qui va légitimer ce poète qui est là. Tu rêves. Alors, qu'est-ce qu'il fait de bien? Il rêve près des ombres. Alors, disons aussi cette valorisation de cet espace du rêve, de cet espace de la transcendance. Et tu tires des mers. Alors ici, cette métaphore des mers comme cet espace de mystère, cet espace du non visible, cet espace
bien des choses, beaucoup de choses, et ici la répétition du bien est très intéressante. Ouais, tu fais bien et tu tires des mers bien des choses, beaucoup de choses, mais il n'a pas dit trop de choses, ou beaucoup de choses, ou des choses variées, mais il a dit bien des choses. Alors il y a quand même une positivité dans cet acte, ici, de prendre des choses. Bien des choses qui sont sous les vagues profondes, sous les choses profondes. L'idée aussi de la profondeur, de cette plongée dans cet espace intérieur, pour entendre cette voix intérieure aussi. Exclamation. Qu'est-ce qu'on a après cette exclamation? Dernière strophe. Comment s'organise cette strophe? La mer, c'est le Seigneur, que misère ou bonheur, tout destin montre et nomme. Le vent, c'est le Seigneur. L'astre, c'est le Seigneur. Le navire, c'est l'homme. Alors, quelle est la forme verbale qui va dominer dans cette dernière strophe? C'est le c'est, qui est une marque de la langue française très intéressante. C'est quelque chose qui n'existe pas dans sa complexité en portugais. C'est comment en général on traduit faire. Est. Mais justement, cela enlève une nuance qu'il y a dans la langue française. Parce que des fois on dit la vie, c'est quelque chose de mystérieux. La vie est un mystère. Alors, ce sont deux manières de construire le discours où il y a quand même une nuance très intéressante, très importante. Parce que quand je dis la vie, c'est quelque chose de mystérieux, il a une espèce de, et je vais déjà, de emphase très fort qui est liée justement à l'utilisation de cette particule, le se, qui est aussi un pronom démonstratif. Mais ici, en effet, ce n'est pas tout à fait un pronom. Parce qu'il ne remplace pas un nom. Il n'est pas vraiment un pronom. Alors, il y a un grammairien très intéressant qui s'appelle Michel Arrivé. Il a une grammaire. Il a écrit une grammaire de la langue française. Et Michel Arrivé, il définit dans cette structure-là spécifiquement comme il appelle ça un présentatif. Alors, c'est une particule qui a une fonction très spécifique qui est de présenter. Alors, il y a quelque chose justement dans cette idée de l'emphase, de l'insistance. Il y a aussi une idée, disons, de donner une présence à la chose. Alors, cela, ici, dans cette strophe, c'est très intéressant comment cela se construit, parce que finalement, qu'est-ce qu'on remarque ici? La mer, c'est. Alors, on présente la mer comme étant, disons, de manière beaucoup plus évidente, le Seigneur Dieu. D'accord? Alors, on n'a pas de doute là. Alors, ici, ce n'est plus tout simplement la voix parlant au poète, mais c'est justement ce qu'on pourrait appeler cette voix vidée. Vous voyez? Parce qu'ici, il n'a pas une vraie interlocution. Il y a déjà eu cette exclamation qui, disons, conclut le récit. Le poète est là, au bord de la mer, il observe les choses, etc. Ensuite, il écoute une voix, et il y a la voix qui parle. Vous vous rappelez aussi
chez Lamartine, il y a ces deux points, guillemets, la voix qui parle. Vous voyez? Ici, on va retrouver un peu cette même structure, ce déplacement, cette multiplication énonciative. Mais, qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Chez Lamartine, il y a une espèce de retour et de réflexivité sur cette question. Ici, on a encore un processus d'abstraction. Un autre, il n'a pas de retour, mais il a seulement une espèce de dernière grande ouverture vers cette, disons, forme énonciative de la morale, ou cette forme énonciative proverbiale, qui est une façon d'énoncer avec une valeur de vérité. Alors, la mer, c'est le Seigneur. Il n'a pas de doute. C'est une affirmation claire. La mer, c'est le Seigneur. Et bon, le Seigneur, que misère ou bonheur, tout destin montre et nomme. Alors, bon, le Seigneur est là, et tous les destins, dans son malheur ou dans son bonheur, vont montrer et nommer la force ou la présence de ce Seigneur. Et il continue. Le Seigneur, c'est aussi quoi? C'est le vent. L'astre, c'est le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici dans ce processus aussi d'abstraction, de généralisation, de antification, dans le sens de entification, de tornar enti, né? La chose, vous avez remarqué au début, le vent est au pluriel. Au lieu de parler de la mer, qui est une entité, un concept, la mer, comme une généralisation pour parler de l'océan, de la mer. Avant, on parlait des vagues, maintenant on parle de la mer. Avant, on parlait des étoiles au pluriel, maintenant l'astre. Vous voyez? Alors, il y a, disons, ce passage du particulier au général. Vous voyez? Alors, ce processus aussi fait partie aussi de la construction de cette voix proverbiale, de cet évitement, de cette disparition d'une voix identifiable ou repérable. Vous voyez? Alors cette voix vidée qui peut, disons, parler à ce niveau d'abstraction et avec cette valeur de vérité. Et pour conclure finalement, encore dans cette même structure syntaxique, le navire, c'est l'homme. Alors on reprend toute cette image du début et on la projette vers cet espace de vérité où on ne sait plus qui parle. Parce que c'est la vérité qui est énoncée là. Et en effet, on peut dire à la limite que cette vérité, elle est incontestable. Il n'y a pas d'espace ici. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de paradoxe, il n'y a pas de tension. Mais le poète est là, il a entendu la voix dit oui, il a bien raison, il est capable de prendre des choses profondes. Et qu'est-ce qu'il prend? Finalement, disons, la perle qu'il a pêchée dans les profondeurs de cette mer. C'est cette vérité qui est la dernière strophe, qui est déjà un autre lieu énonciatif, différent des lieux du début. Vous voyez? Alors c'est un peu, disons, ce processus-là que, suivant la piste d'Alieri, Jean-Marie Glaise va appeler de l'éclatement du jeu. En effet, c'est une multiplication des lieux d'énonciation dans le même poème. Alors, dans ce poème-là, on a le processus de transformation pour deux voix. C'est ça. La première et la troisième que vous avez... Non, et il y a, disons, aussi cette voix intermédiaire, qui est une voix, c'est la troisième strophe, qui est une voix où on a un tu qui parle. Vous voyez? Alors c'est une voix collective, c'est un peu, ça joue un peu le rôle ici du nous de Lamartine. Vous voyez? Mais il ne s'agit pas d'un dialogue avec le Seigneur, dans ce cas, le poète, en tant que le traducteur de la parole de Dieu,
Oui, aussi, tout à fait. Tu as tout à fait raison, c'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est l'idée du génie romantique. Tu as tout à fait raison, c'est exactement ça. Mais ce qui va intéresser ici surtout, c'est que il y a un moment où, disons, on entend quand même une autre voix qui serait cette voix collective, parce que vous voyez que j'ai mis ici entre guillemets, et j'ai mis ici entre parenthèses, et j'ai mis des réticences, parce que dans chaque poème, cela va se résoudre d'une manière un peu différente. Mais ce qui va nous intéresser surtout ici, c'est d'identifier qu'il y a un changement énonciatif, et dans ce changement énonciatif, il y a quand même un dialogue qui s'établit dans cette troisième strophe. Alors ce dialogue donne une certaine concrétude par cette présence de cet autre, de cet interlocuteur. Quand on arrive à la troisième strophe, on n'a plus de tu, on n'a plus de dialogue, mais on a, disons, cette voix vraiment vidée. Vous voyez, il y a par la structure même de la strophe, par la syntaxe, par le choix de ce présentatif, par l'abstraction des éléments qui sont là, alors disons que cette valeur de vérité atteint un niveau d'abstraction au niveau de la voix qui énonce disons, la vérité qui est énoncée là, ou l'énoncé lui-même, qui est intéressant de remarquer ce processus de comment se produit ce déplacement énonciatif, ou cette espèce d'évitement de cette voix. Vous voyez? Alors c'est ce processus-là qu'il faut essayer de remarquer. Parce que dans la troisième strophe, il y a un tu, il y a une interlocution qui se produit. La dernière strophe, il n'y a plus d'interlocution. C'est seulement l'affirmation, disons, une suite de vérités qui complémentent et qui, disons, sont en même temps la voix du poète, mais la voix du poète qui parle au nom de Dieu. Et c'est un Dieu qui ne parle plus au poète, mais c'est un Dieu qui tout simplement énonce une vérité. C'est pour ça qu'on parle de cette voix vidée. Mais comme je vous ai dit dès le début, cela chez Victor Hugo, à mon avis, c'est moins intéressant que chez Lamartine. Pourquoi? Parce que chez Lamartine, il y a quand même une tension entre est-ce que c'est possible de parler, de figer le temps, de résister au temps. Et il y a un doute qui se produit. Et le doute fait partie disons, de la construction de ce cheminement qui serait, disons, une espèce de réflexion d'une méditation interne. Ici, dans la contemplation, le poète est là, il contemple, il a cet accès privilégié à la transcendance, alors il entend cette voix, et après, le résultat de cette rencontre, c'est la projection d'une vérité elle-même. Vous voyez? Où il n'a plus de doute, il n'a pas de doute, il n'a pas d'hésitation, mais il a un processus de, justement, production d'un lieu d'énonciation vidé d'un sujet qu'il énonce. Mais on a seulement l'énoncé lui-même. Et cette idée d'avoir l'énoncé lui-même, c'est une idée chère à la modernité aussi. Que c'est le langage, le pur langage, la disparition élocutoire du sujet. Vous voyez? Ici encore, disons pas tout à fait, le sujet ne disparaît pas tout à fait, parce qu'il commence « je vis », « j'entendis », etc. Mais gradativement au long du poème, on produit un espace énonciatif
vidé de voix. Alors, c'est la production de cet espace. Mais encore, c'est très didactique comme processus et très, disons, confiant dans cette sur de soi, dans ce sens que le poète est là. La médiation à l'accès à cet énoncé vide de sujets élocutoires, il est, disons, construit étape par étape. Il n'est pas donné d'un coup. Et il est, disons, compris comme un rapport, ici, totalement verticalisé. L'homme, Dieu qui parle, à partir du poète, qui est ce génie antenne de la race privilégiée, mais qui arrive à la fin à cet énoncé où il y a une disparition élocutoire du sujet. D'accord? Encore, Victor Hugo est très didactique. Très didactique. Ce n'est pas par hasard que ça a été pendant longtemps le poète préféré des anthologies scolaires. C'est pas par hasard que, bon, on voit tous ces romans devenir des films un peu historiques de dénonciation, etc. Alors qu'il a une dimension romantisée, mais une volonté de réalisme dans l'écriture de Victor Hugo, vous voyez. Alors c'est, disons, ce paradoxe, cette complexité de ce personnage aussi qui va apparaître là. Et c'est bien sûr cette dimension didactique. Ce n'est pas, même comme je vous ai dit au début, moi je trouve Victor Hugo un poète naïf, jusqu'à un certain point. Mais naïf, où? Naïf par rapport à quoi? Naïf par rapport à notre façon aujourd'hui de comprendre l'énonciation comme quelque chose de complexe, de tendu, de pluriel, de laquelle on se méfie, qui garde une dimension d'opacité. Ici, non, on n'est pas encore arrivé là. Mais ce que Glaise est en train de nous montrer dans son texte, c'est que malgré tout, il y a déjà le début d'un processus. Et comme tout début, disons, il est encore naïf, il est encore, disons, didactique, il est explicite comme processus. Et en plus, marqué dans la poétique de Victor Hugo par la présence de ce moi très sûr de soi. Vous voyez? Mais ce qui est important de garder quand même, c'est de voir comment se produit, étape par étape, une conceptualisation de l'énoncé et une disparition progressive d'un sujet élocutoire dans l'énonciation. D'accord? Bien sûr que cela est encore très primaire comme processus, mais il est quand même, malgré tout, il est là. Il commence à s'esquisser. Et avoir cette conscience, c'est quelque chose de très important pour comprendre la poésie moderne. Et ne pas croire que c'est quelque chose qui vient comme ça, tout d'un coup, quelqu'un a eu l'idée. Non, c'est quelque chose qui se construit. Et cette construction correspond aussi à une complexification de la notion même d'individu dans la société. Et aujourd'hui, on vit justement un processus de hyper-complexification. Parce que justement, on ne peut plus, cette idée même aujourd'hui d'identité, c'est une idée qui, c'est très difficile de dire quelle est ton identité. On a, nous tous, des fois, plusieurs identifications, beaucoup plus que d'identité. Alors, on a une identification dans un espace universitaire, une autre identification dans un espace esthétique, dans un espace amoureux, dans un espace affectif, vous voyez? Alors, on va établir plusieurs identifications. Alors, notre identité dans le monde contemporain est une identité, justement, à plusieurs facettes. Or, quand
cela commence à se produire? Quand on commence à produire un processus de, disons, de production d'un regard sur le monde à partir d'une intériorité. Et quand est-ce que cela devient central dans l'organisation du monde et de la littérature? À partir du romantisme. C'est justement le moment de quoi? D'affirmation de la société bourgeoise, qui est la société dans laquelle on vit. D'accord? Alors, avoir cette conscience, c'est très important pour entrer et voir aussi les possibilités de cet espace du poétique dans le monde, dans le XXe siècle et dans notre monde aujourd'hui. Alors, c'est là où ça commence à s'inventer encore à partir d'un autre lieu. Les poètes sont députés. D'accord? Cette époque-là. Hein? C'est quelque chose, cette héroïsation certaine du personnage poète va au Brésil, par exemple, avoir sa dernière grande projection avec la MPB. Caetano Veloso, etc. Alors après, cela, Ferreira Goulart, c'est peut-être le dernier qui est encore là. Mais après cette expérience-là, on n'a plus ce poète homme public. Mais cette idée-là, c'est une idée romantique. Et qu'on disons, attribue une valeur de vérité à ce discours de ces personnages. Et eux-mêmes attribuent à leur discours une valeur de vérité. On retrouve ça très clairement, par exemple, chez Caetano Veloso. Ce n'est pas par hasard que Gilberto Gil est devenu ministre. C'est encore cette idée qui est là, cet esprit qui est là. Mais dans la poésie n'est plus capable de produire ça aujourd'hui. Vous voyez? Bon, alors je vous souhaite bon férié, bon repos, bonnes études et à mercredi. Vai estar consegue interessar. Vamos focar nesse elemento para ficar melhor para a gente talvez os espanhóis para